Eh bien, salut tout le monde, on a, je pense, le plus gros représentant de la génération 6-7, Tastic Rousty. Allez, on rentre, on met une bastos de la FF Force, tout simplement. Je suis avec Sacha, comment tu vas, Sacha? Bah écoute, ça va bien, franchement, en pleine prépa pour les Worlds, en été en vacances, tout va bien. Ouais, je voulais avoir Sacha parce que bon, on a pu échanger quelques fois sur Instagram, on s'est pas dit grand-chose, mais pas mal de conneries et on s'est vite bien entendu. Mais non, je voulais avoir Sacha parce que, bah, ouais, comme tu le dis, il y a les Worlds qui arrivent, qui sont de enfin mi-août à fin août. Des gros Worlds avec beaucoup, beaucoup d'effectifs parce qu'on s'envoie des Worlds Junior. Vous l'avez vu, enfin, vous le verrez sûrement, ou vous l'avez vu sur le post qu'on a fait, où il y a plus de 700 athlètes inscrits. Parce qu'il y a Junior et équipé, ils pètent un peu des câbles. Mais voilà, je pense que ça va être des Worlds difficiles à suivre. Et, euh, et puis bah voilà, on voulait discuter un petit peu avant tout ça avec Sacha. Le but du podcast, ce n'est pas de faire une preview des Worlds parce que, comme je l'ai dit, c'est trop gros. Et puis, on n'est pas là pour ça avec Sacha. Le but, c'est qu'on va s'intéresser un petit peu à ce petit bonhomme. Je me le permets parce que je sais pas s'il y a plus petit que toi en FF Force aujourd'hui. Mais grand par le En talent. taille? En taille, ouais. Bah, tu sais que je crois que je suis un grand 66, hein. C'est vrai. Ouais. Et en plus, en Mais parlant peut-être de peut-être que par 6'7", réseau, tu sais, par l'image, ça se voit pas. mais tu sais qu'en parlant de 6'7", je fais pile 1 m 6'7". Donc bon. Non, rapidement, du coup, j'ai envoyé un message à Sacha pour lui dire par quoi on allait commencer. Je lui ai dit, reviens un peu rapidement sur ton parcours. Ça fait pas si longtemps que ça que tu es dans la force, finalement. Ça fait quoi, 2 3 ans? Et Ça fait pile 3 ans en août. ouais, pile 3 ans, c'est ça. Tu as commencé, il me semble, sous l'égide de Loïc. Aujourd'hui, il y a eu un peu de changement. Au tout début, alors si tu veux savoir, j'ai commencé le Power bah, en août dernier. Enfin non, il y a 3 ans. Le mec, il est fou. En août dernier, je suis l'OVNI, Et, je suis le Togo. ouais, et j'avais pas de coach et tout, et genre je faisais des entraînements n'importe quoi, et j'ai fait ma première comp en octobre, donc août, septembre, octobre, donc en 2 3 mois après, sans coach, sans rien, je faisais 70 kilos, j'ai fait un water cut tout seul, si tu veux tout savoir. Mon water cut, je faisais quoi? J'allais j'allais dans le bain 30 minutes, après j'allais sur ma terrasse, et je suais pas, je savais pas faire en fait, et du coup voilà. Et après, ouais, j'ai été suivi par Loïc. Et voilà. Comme tu dis, hein, donc la première compétition que tu fais, c'est la Barbell Union Powerlifting Meet. Et tu switches à un moment T vers, je pense, le coach que tout le monde rêve d'avoir en France, un mec presque on idéalise. Tu switches sur Joey Flex. C'est à peu près à quel timing? Et les C'était raisons? juste après les championnats de France junior où je finis deuxième. Ok, donc en Euh, fait, c'est même pas si vieux que ça. Ça a un peu plus d'un an, quoi. ouais, c'est ça. Ok. Et ouais, son approche, quelle est son approche? Comment tu vois les choses avec lui? Et Avec Joey, ouais, et est-ce que, enfin, je sais pas si tu as une vision de comment est coaché en France. Le but n'est pas non plus de rentrer dans le délire de comment on coach, mais c'est quoi les différences? Comment tu vois le power avec lui, etc. euh, franchement, c'est très libre la manière de coacher. Ça veut dire que vraiment, il écoute tout ce que je dis, tout ce que je demande. Bien sûr, il avise en fonction de ce qui est possible, ce qui est bien, etc. Mais on n'est jamais resté bloqué dans un système. J'ai souvent demandé certaines variations ou certaines, genre des fréquences en plus ou quoi. Il m'a toujours dit oui. Donc bien sûr, il a toute l'expérience qui fait qu'il peut le mettre dans la programmation et ça fait que bah, ça rend bien forcément. Mm. Ensuite, bah, vu que c'est en anglais, le seul truc un peu compliqué, c'est que des fois, tu sais, quand tu t'expliques tes problématiques, les mots en anglais et les mots en français, c'est pas tout le temps les Ouais, mêmes, c'est clair. donc il y a un peu des difficultés à expliquer certaines problématiques. Donc des fois, je les explique pas, donc c'est un peu un mauvais point. Mm. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, je suis très satisfait. Comme tu l'as dit, c'est quelqu'un de vieux dans le power, on va dire. Et du coup, toute cette expérience, j'ai beaucoup appris et voilà. Et du coup, avec lui, tu fais champion de France.
t'enchaînes direct sur les championnats d'Europe. Tu fais champion de France sur une année particulière. C'est l'année où Pana monte en moins de 74. On t'a vu énormément, énormément partager des choses sur Pana, sur toute cette période. Enfin, c'est pas partager, mais genre avoir beaucoup de respect pour la personne. Ah oui, oui. Et, ouais, enfin, comment il t'a inspiré, voilà, qu'est-ce qu'il représentait Pana à cette époque-là pour toi? Et, Bah, et comment t'as j'ai vécu sa commencé, montée de poids aussi, tu vois? j'ai commencé le power en fait bah, grâce à Pana entre guillemets parce que bah, je faisais déjà 2 ans de musculation classique, mais je pense que j'avais une génétique assez bonne et puis quand je fais quelque chose, je le fais à 100%, donc j'ai direct commencé à bien manger, bien m'entraîner, bien dormir, donc j'ai commencé à développer un très bon physique assez rapidement, même si 2 ans c'est quand même une période assez longue, mais pour avoir un bon physique c'est quand Mm. même relativement court. Donc, arrivé à ce stade d'avoir un physique qui me plaisait, je commençais un peu à m'ennuyer, entre guillemets, à la salle et j'aimais bien pousser lourd, tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé du power, donc j'ai commencé à m'y intéresser, tout ça. J'ai regardé toutes les vidéos de Pana et franchement, j'ai accroché direct. Donc, j'ai commencé et voilà, et ça m'a beaucoup motivé parce que, tu sais, Pana sur les réseaux, il incarne un personnage que j'apprécie beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément ce personnage, mais il faut qu'ils arrivent à dissocier le personnage qu'il incarne au Pana dans la vraie vie, parce que pour l'avoir rencontré plusieurs fois, c'est vraiment quelqu'un de très humain, quelqu'un qui va vraiment vers les gens, etc., de très humble et tout. Et sur les réseaux, c'est vrai qu'il joue un peu la carte de provocation et tout, mais Mm. c'est normal, tu vois, c'est un peu son business, on va dire. Donc voilà. Et moi, j'ai tout de suite accroché, et franchement, j'ai trop aimé, il m'a fait aimer, c'est pour ça aussi que j'étais en 66, d'ailleurs. Parce que je voulais trop partager le plateau avec lui et tout, machin, tout ça, et ça m'a beaucoup inspiré. Et dans sa mentalité et tout, je me suis beaucoup retrouvé, donc voilà, j'ai tout de suite accroché. Malheureusement, du coup, tu partages pas le plateau avec lui. Et tu prends à 19 ans un peu un statut. Alors, je vais pas dire contre toute attente, parce que je pense si on suivait un peu le power, on voyait tes perfs et on se disait, bon, Sacha, ça va être un tego. Mais ouais, c'est comment de vivre en fait le fait à 19 ans, t'es à la fois une tête montante de l'équipe de France, mais surtout la tête de file, le cavalier de cette catégorie des moins de 66. Je crois que j'ai été champion de France à 20 ans, par contre. Bah Donc, alors, Open IPF se trompe. Ils te mettent à 19. Bah, à 19 environ. ouais, bah Mais bref, voilà, j'ai eu entre 20 19 ans, et 20 ans. j'avais 20 ans, ouais, quand j'ai été champion de France Open. Et j'ai oublié la question. Non, ouais, ça fait quoi du coup être à 20 ans Ouais, voilà, tu vois, tu te dis, c'est moi le favori, c'est moi le... Bah, c'est spécial parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas mérité, on va dire, parce que faut pas oublier que c'était Pana qui était dans cette Mm. catégorie, qu'il est monté, et du coup, il y avait entre guillemets un vide entre le premier et le deuxième quand Pana était là. Donc, certes, j'ai été champion de France Open, mais c'est pas le champion de France Open que j'aurais voulu être, Ok, on va dire. Donc, ça fait plaisir, bien évidemment, parce que c'est tous les efforts qui sont récompensés, mais c'est pas le titre que j'aurais aimé avoir dans l'idéal. je vois. Du coup, tu as une nomination sur ces championnats du monde à 675, ton total des championnats de France, mais tu fais les Europes juste après les France, les Europe Open, que tu remportes aussi, j'ai envie de te dire, sans te saucer ou quoi, mais presque haut la main et presque sur une contre-perf. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, on te voyait sûrement avec un plus gros top end et tu finis entre guillemets. Je mets des gros guillemets parce que je respecte quand même la chose, je le fais pas moi, donc mais tu finis avec que 670 de total. C'était comment cette première vraie expérience internationale et ça fait quoi de prendre un record d'Europe au squat? Euh, pour l'anecdote, euh, j'ai raté ma compte du coup, on peut le Mm. dire clairement, mais j'ai remporté quand même le titre parce que dans la chambre d'hôtel où j'étais, il n'y avait pas de bain. Et j'avais l'habitude de faire mes cuts avec mes bains et j'ai un peu stressé, on va dire. D'habitude, je stresse pas et pour rien. Mais cette fois-ci, c'était un paramètre du coup que j'avais pas pris en compte.
Et vu qu'il n'y avait pas de bain, j'ai coupé le sel 48 heures avant, je crois. Ok. Donc j'étais au poids 24 heures ou 26 heures avant, je crois. Donc je suis resté déshydraté très longtemps et ce qui fait que bah ça m'a un peu mis dans le mal pour la compétition. Ensuite, certes, je gagne la compétition, je finis champion d'Europe Open, mais encore une fois, c'est pas le champion d'Europe Open que j'aurais aimé Mm. avoir parce que le niveau dans cette catégorie est quand même relativement faible en Europe, du moins. Donc certes, je l'ai été, c'est bien, ça fait plaisir, etc. Mais c'est pas autant gratifiant que ce qu'on peut penser, genre, parce que c'est un titre, certes, mais c'est pas un titre gagné, pas avec la manière, parce que j'ai gagné avec la manière, mais je sais pas, je saurais pas comment expliquer, mais c'est pas autant savoureux que, par exemple, quelqu'un qui gagne à quelques kilos près ou avec Bien une sûr. grosse battle ou quoi, Mm. parce que je gagne juste en validant mon opener au deadlift et je rate mes deux autres deadlifts. Donc c'est que c'était un peu normal de gagner, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, alors pour ceux qui l'ont pas vu, hein, ces championnats d'Europe, je te rejoins largement sur, bah, en effet, le niveau de ces championnats d'Europe ne sont pas forcément représentatifs d'une vraie compétition internationale. Alors, c'en est une, hein, évidemment, mais quand on voit que bah, tu bats des gens de 30, 36 ans, voilà. Et surtout des gens qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir non plus. Donc, donc voilà. On arrive du coup sur ces postes des championnats d'Europe. Il y a les championnats du monde. Est-ce que tu les as suivis, toi, les championnats du monde Open? Est-ce que tu aurais Ouais, voulu y participer? J'imagine que oui. Mais voilà, comment ça a été décidé, ta participation au championnat d'Europe, pas au monde Open, tout ça? Et du coup, est-ce que tu as suivi ces World 66 en Open? et bah, je vais te dire un truc qui peut paraître fou, mais j'ai jamais trop kiffé regarder les compétitions de Ok. powerlifting, etc., excepté les Worlds, bien sûr. Et l'année dernière, j'étais pas trop hype par ces championnats du monde et tout. Et ça m'a surpris, mais cette année, j'avais vraiment hâte de les regarder. Il y avait plein de grosses battles et tout, machin, c'était vraiment trop bien. Et en 66, c'était pas forcément la catégorie que je voulais le plus regarder parce que on sait que bah, c'était le même qui allait gagner encore une fois. Ouais. Donc j'ai pas forcément regardé, mais ça m'a fait plaisir de voir que cette catégorie de moins de 66 kilos, elle évolue énormément, que le niveau monte en flèche. Donc ouais, ça m'a fait plaisir. Euh, et voilà, et je pense qu'il y a quelques juniors qui vont bousculer encore une fois les pronostics l'année prochaine. Ensuite, du coup, ouais, je devais faire normalement ma saison en Open. J'ai fait les championnats d'Europe Open et je devais faire les championnats du monde Open. Sauf que je voulais aussi faire les championnats du monde junior et je pouvais pas faire les deux. Donc j'ai vu avec le staff si je pouvais faire du coup les championnats du monde junior parce que j'étais pronostiqué troisième et que je pense que je peux finir premier. À cette époque-là, je pensais que je pouvais finir premier parce qu'on reviendra sur la préparation, etc. Du coup, cette requête a été acceptée et du coup, je suis pas allé au championnat du monde Open. J'aurais bien aimé les faire pour l'expérience et rencontrer toutes ces figures du powerlifting qu'on voit que sur les réseaux et que sur les plateaux, etc. Parce que je pense que ça m'aurait énormément motivé, etc., etc. Mais je suis pas non plus, j'ai pas de regret de ne pas y avoir participé parce que je me rappelle qu'à cette période, je venais de me faire une élongation au pec, donc j'aurais pas pu exprimer encore une fois mon vrai niveau. Donc pas de regret et maintenant je vais tout faire pour donner le meilleur de moi-même sur le championnat du monde junior. Est-ce que, au fond de toi, c'est un objectif quand même, la victoire des 66 Open? Bah oui, enfin, En fait, enfin, je pose la question parce que t'es un des rares athlètes que je vois. Alors, il y en a parfois, mais c'est assez rare. Qui, je trouve que t'es tellement sympa, genre t'es tellement good vibe sur les réseaux. Tu sais, tu prends tous les mecs qui sont à 66, on va en revenir après, hein, tous les mecs qui sont nominés au-dessus de toi, même des gens en dessous. T'as toujours un petit commentaire positif, toujours un truc en mode bro, c'est trop bien ce que tu fais. Et même ce que tu dis, en fait, je trouve que c'est vachement inspirant de dire je suis trop heureux que la KTL monte, ce genre de niveau. Il y a plein de gens qui verraient ça un peu en mode égoïstement, en mode putain, ça me fait chier que la KTL monte.
parce que justement, je perds ma place, je trouverai pas mon potentiel, etc. Et je trouve que c'est une bonne vision des choses de dire, je suis content que la quête elle monte, moi aussi, je vais essayer de faire monter mon total pour matcher, quoi. Bah, on va dire que je suis quelqu'un qui aime la compétition, donc forcément, plus la compétition est élevée, plus le défi est haut, plus je vais apprécier m'y coller à l'entraînement. Parce que gagner quand tu es sûr de gagner, enfin, en tout cas pour moi, ça a aucune valeur, tu vois. Bien sûr. Enfin, pas ça a aucune valeur, mais genre, de mon point de vue, c'est pas gratifiant. Et je trouve ça vraiment agréable que la catégorie elle prenne du niveau parce que ça pousse les uns les autres à devenir meilleurs et c'est vraiment inspirant à l'entraînement de se dire je suis jamais à l'abri que quelqu'un sorte de nulle part et me out total, tu vois. Bien sûr. Donc faut toujours être sur ses gardes, toujours être à 100% et je pense que c'est ça que j'aime dans ce sport. Et donc, on va rentrer rapidement dans ces championnats du monde qui approchent. Tu l'as dit, tu as fait le choix avec le staff de participer à ces mondes juniors. Je trouve que c'est une bonne idée. D'un point de vue très extérieur, évidemment, de laisser le temps pour ta carrière, de dire, bon, vas-y, je fais des championnats du monde junior. Enfin, ne pas se presser vers les Open et prendre le temps de faire les choses, je trouve que c'est vachement intéressant. Et tu l'as dit, cette année, en junior, en moins de 66, on a quand même une belle KT. Une Ouais, belle KT. franchement, c'est une très belle caté. Je sais pas si tu... Enfin, j'imagine. J'allais dire, je sais pas, mais j'imagine, c'est évident que tu suis ce que fait la concurrence. On a deux Américains qui sont, entre guillemets, au-dessus. Moi, je suis un believer, je pense que tu vas gagner, mais voilà, qui sont entre guillemets au-dessus, qui sont Hassan et Evelio. Est-ce que tu suis ce qu'ils font, toi? Ouais, et pour rebondir sur le truc de quand t'as dit je suis quelqu'un d'assez good vibe, Mm. etc. sur les réseaux qui a toujours un bon commentaire, euh, je trouve que les juniors entre eux, ils sont beaucoup comme ça. Du moins, moi avec les concurrents que j'ai, par exemple les deux Américains, on communique beaucoup sur les réseaux et on est vraiment en mode on n'est plus dans la mentalité de no pain no gain, on est plus dans la mentalité de vraiment prendre du plaisir, du fun maxing, tu vois. Mm. Et du coup, on est vraiment en mode on se pousse les uns les autres, on est vraiment content, tu vois, et on veut vraiment juste prendre du plaisir ensemble sur la plateforme. Et ça fait vraiment plaisir. Et ouais, je les suis. Ils ont un très très bon niveau les deux. Mm. Moi, j'ai un très très bon niveau aussi, mais la seule différence, c'est que j'ai jamais réussi à m'exprimer correctement sur le plateau. Et il suffit qu'une fois j'arrive à m'exprimer correctement et voilà quoi. Tu te vois à combien en total? J'imagine c'est dur à annoncer. Moi, je te En fait, vois à plus de 700 sûrement, mais voilà. c'est très très dur à annoncer parce que je me suis fait mal au dos. Ok, Donc il y a des jours où je peux squat et d'autres jours où je peux pas squat du tout. Et je me suis refait une élongation là, il y a 2 jours au pec. putain. Donc je sais pas. Mais ça va mieux le dos, donc j'arrive à bien squat et bien terre. Mais là, j'ai entraînement demain, du coup, au bench, je vais voir ce que ça donne. Ok. Mais dans un monde où tout va mieux, et ben, je sais pas, franchement, ça dépendra juste de ce qu'il faut tirer pour gagner. Euh, Dans l'idéal, j'aimerais bien faire 7-20. J'adore dire des totaux et tout, parce que à chaque fois, en fait, c'est pas que j'adore dire des totaux, mais c'est que je dis toujours des totaux énormes et je les fais jamais, tu vois. Mais sauf Mm. que si je commence à ne plus dire ce que je veux faire, c'est une preuve de donner raison à ceux qui disent ouais, mais il parle beaucoup. Sauf que moi, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux faire, donc je dis ce que je pense pouvoir faire et cette 20, c'est totalement réalisable. Bah, de toute façon, on l'a vu à l'entraînement sur ce que tu partages. Alors, il y a quelques temps de ça, mais en effet, les perfs, elles sont là. Et moi, je me rappelle t'avoir vraiment, entre guillemets, suivi avant les championnats de France 2025. J'étais vraiment en mode, bon, bah, c'est bon, frérot Pana est out. Tu vas lui mettre une drill s'il y a match. Avec beaucoup de respect pour Pana parce que c'est mon gars. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'on arrive sur de. Enfin, aujourd'hui, tu arrives sur des. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire, mais il y a des attentes sur toi. Et en effet, comme tu le dis, t'as plus qu'à show up juste une fois et ça va le faire, quoi. En fait, c'est ça. On va dire que
je suis quelqu'un de très régulier, mais très régulier sur la tranche basse de mon niveau. Hmm. Ça veut dire que je vais jamais flop de comp, mais à chaque fois, je vais jamais faire un 9 sur 9 avec le total que j'aurais aimé, tu vois. Et le total que j'aurais aimé, c'est toujours un total qui est réalisable. C'est pas un truc extravagant dans Mhm. lequel je me dis faire ou quoi. C'est toujours des barres que j'ai déjà faites à l'entraînement, même des barres que je veux faire en compétition avec des kilos en moins que ce que j'ai fait par rapport à l'entraînement. Donc vraiment, il suffit juste d'une fois. Et je sais pas pourquoi j'ai un très très bon pressentiment pour ces championnats du monde. Donc franchement, je me fais pas de soucis et on verra, hein. Justement, sur l'approche des matchs, il y a toujours cette... Mais je trouve que c'est une vision très française de dire on va faire un 9 sur 9, on va jouer les barres et petit à petit construire son total. C'est quoi, toi, plutôt ton mood en compétition? Est-ce que c'est ce mood-là, justement? Ou alors c'est venez, on prend des risques, viens, on met des jumps et, euh, et quitte à finir à Euh, 6 sur 9, quoi. Franchement, c'est les deux. Ok. Ça veut dire que je peux être en mode on joue le tout pour le tout, ou on joue le 9 sur 9 pour sécuriser le plus gros total. Je pense que j'ai fait énormément de comptes où je me suis dit on joue le tout pour le tout. En même temps, c'est trop bien. T'imagines, Bah t'arrives sur ouais, le plateau, tu mets des barres de ouf, tu les passes, tu les rates. C'est trop bien en bah, vrai. ouais. Après, bon, les barres que j'ai ratées, c'était au terre, c'était 2,60 alors que c'est mon squat. Donc bon. Mais je pense que je serai très conservateur enfin très conservateur dans la limite de ce que je peux faire pour jouer le match. Donc je vais être conservateur, mais quand même pousser le curseur le plus haut possible. Au squat et au bench. Et au deadlift, j'avoue que j'ai très 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 confiance en mon hook maintenant depuis les Europes. Mhm. Donc je sais que je peux tirer et ça va pas lâcher. Donc je pense qu'on fera peut-être une grosse barre euh, pour aller chercher ce que je veux aller chercher. Donc voilà. Je pense qu'on va faire Et, un des deux. et sur place, alors, tu n'es pas athlète américain, je pense que tu l'as remarqué. Donc ça veut dire que tu n'auras pas Joey dans, tu sais, dans le corner, quoi, tout simplement. Ça se passe comment? Est-ce que là, il y a déjà une relation qui s'est créée entre Joey et le staff? Est-ce qu'ils communiquent entre eux vis-à-vis de toi, ou alors c'est plutôt toi qui fais relais d'informations? C'est plus moi qui fais relais de l'information. Après, je crois que dans l'équipe de France, il y a déjà eu des athlètes qui se sont fait coacher par Joey, donc ils doivent se Mm. connaître. Et puis, même s'il n'y avait pas eu ça, je pense ils se connaissent quand même. Euh, Ensuite, Joey, ouais, il m'a dit qu'il aurait bien aimé venir pour les championnats du monde et tout, mais sauf que je sais pas si tu sais, mais sa femme est enceinte et Ouais, elle va sûrement accoucher dans cette période-là, donc il préfère quand même être là pour ce moment. bien sûr. Il a dit qu'il enverrait un de ses coachs de sa team pour être là. Et voilà, après, j'ai pas forcément besoin de lui ou quoi sur le moment de la compétition. Franchement, moi je te mens pas, quand je suis sur la plateforme, je vois rien, j'entends rien. Je ressors de mon lift, j'ai tout oublié, je me souviens de rien. Donc qu'il soit là Ouais. ou pas, il peut y avoir n'importe qui, j'oublie. Mm. Donc Et non, et je trouve que t'as. Au-delà de ça, enfin, on en rigolait au tout début du podcast pardon, sur le Six Seven Task aussi. Je trouve que j'aime beaucoup cette approche de. Bah, comme tu dis, en fait, on prend du plaisir, on fait notre lift, on oublie. Mais ouais, prendre du plaisir et, euh, et vivre le moment, je trouve que ça se perd un petit peu. Encore plus avec tous les scandales qu'il y a en ce moment. euh, le fun autour de la pratique. Mais ouais, je trouve que c'est cool de rapporter cette vibe-là et de voir tout ça. Est-ce que toi, c'est un truc que tu gardes? Je pense que oui. Que tu veux développer, je pense que oui aussi. Mais voilà, à quel point c'est important, toi, la notion de plaisir dans la compétition et est-ce que c'est bah, le moteur ou alors c'est juste un truc en plus? en vrai, moi, je prends du plaisir à gagner, donc dans tous les cas, mon plaisir, ça sera de gagner. Donc, en fait, tout est lié. Donc, si je prends trop de plaisir, je vais perdre l'objectif parce que je prends du plaisir. Donc, oh, bah, c'est cool, je prends du plaisir, machin. Donc, je vais me la coller, mais pas assez. Si je prends pas assez de plaisir, au bout de quelques mois, je vais péter mon crâne et je vais commencer Mm. à faire n'importe quoi. Donc, il faut vraiment avoir un très bon équilibre, je pense, entre le fait de prendre du plaisir dans sa pratique
de quand même être très discipliné sur tous les aspects extérieurs de l'entraînement. Donc, je pense que faut avoir un bon équilibre parce que c'est ça qui fait la force. Ouais, je suis bien d'accord. Pour un retour un peu global de ces mondes juniors, parce que je n'aurai malheureusement pas le temps de faire un podcast de preview avec Mathieu, est-ce que toi, t'as des petites, entre guillemets, ils appellent ça, enfin, pardon, des catégories, je ne saurais plus le mot, mais des petites catégories que tu souhaites suivre, des athlètes que tu souhaites suivre, que tu as déjà regardé, ou alors pas du tout, tu y vas un peu en mode je découvre et je J'aimerais verrai. bien voir les 59, ouais. Junior ou sub-junior? Les deux, franchement. Ah ouais, Je pense que je vois qui c'est, Evan Hawke. ouais, Et bah, il a dit qu'il avait un athlète américain qui pouvait aussi battre le record du monde Open en junior. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir Valentin ce qu'il va faire après son retour de blessure, etc. mm, Enfin, je sais qu'il est très en forme en ce moment. Donc ça me choquerait pas qu'il tourne aussi aux alentours des 6,60, franchement. Donc ouais, et puis aussi voir ce que le moins de 59 sub junior peut ah donner. ouais, c'est dingue. Parce que franchement, c'est époustouflant. Mm. Et mais en vrai, pour avoir regardé les championnats américains, il avait tout au standard. Franchement, je trouve aussi qu'on fait un beau. On se plaint beaucoup des standards américains, mais en vrai, ils sont quand même très legit. Donc, je pense que ça peut être pas mal aussi ce qu'il va faire. Bah en fait, c'est que forcément, c'est des nationals, c'est tout un contexte qui est différent, donc on a tendance à jouer cette carte des standards. Mais en effet, je trouve que c'est assez rare les athlètes américains qui n'assument pas derrière sur des mondes. Et donc on verra ce que va nous donner Justin Nguyen. Pour rappel, c'est un petit gamin de 17 ans qui a total le record du monde au NAS. Le record du monde actuellement c'est 668 ou 669. Bref, entre les deux détenus par Fedosienko depuis je sais pas combien de temps. Et donc ouais, je pense que c'est un peu la tête à suivre de ces championnats du monde. Je mets l'affiche là, mais, euh, mais c'est quand même assez impressionnant. Surtout que c'est quoi? C'est sa deuxième année de Power? Ouais, vous le voyez. Il a fait 585 l'année dernière et il fait 670. C'est vraiment un ovni. Asian Mm. Buff. Mais je trouve ça fou la progression qu'il a eue. Mm. Parce Mais, que. mais ce coup, pardon, c'est un peu en général la progression qu'ont les athlètes. Enfin, tu parlais de Valentin depuis Noël. Valentin, moi, je le voyais pas à ce niveau-là, tu vois. Et, euh, et il a pété de ouf et il est trop trop fort maintenant, quoi. Mm. Il y a toi, il y a tellement, il y a un peu un mood autour de ces juniors, sub-juniors, qui fait que ça fait très longtemps, pour moi, ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps qu'on n'a pas vu une génération avec des mecs, entre guillemets, aussi boostés, quoi. En fait, je pense que la méthode d'entraînement a énormément Mm. évolué et on sait maintenant comment s'entraîner et ce qui marche. Et du coup, les athlètes juniors qui arrivent même à partir de 16 ans ont directement la bonne méthode pour s'entraîner. Donc forcément, ils vont progresser très vite et perdre moins de temps, entre guillemets, par rapport aux anciennes générations. Ouais, c'est clair. Je pense que les erreurs du passé font ce que vous êtes aujourd'hui, et en effet, il y a un peu moins ce fourre-tout dans les méthodes, ce fourre-tout je pense qu'on se perd un peu moins, et j'aurais tendance à dire que, alors, je ne suis vraiment pas trop ce qui est fait en coaching, mais peut-être que c'est moins complexe. Quand je te vois t'entraîner, ça a pas l'air d'être très complexe ce que tu fais à l'entraînement. Ça a l'air Ah non, d'être, c'est je très fais très mes simple. barres, et il y avait un peu un mood de complexification de la pratique. Et j'ai l'impression que ça revient un peu à un truc un peu plus épuré en disant tu fais tes barres, tu fais tes trucs et ça marche quoi. Ouais. Bah, pour tout te dire, j'ai un top 7 avec des back-off. J'ai pas de mouvements bizarres, j'ai pas trop de variations, j'ai des variations sur certains blocs pour Mm. certaines problématiques. J'ai pas de mouvements proches du squat mais qui s'en éloignent, qui machin ou je sais pas quoi. Mes assists, mes renforts ils sont très très simples, c'est des trucs pour les triceps, pour les pecs, pour les ischios. J'ai pas de mouvements bizarres ou quoi, et je pense que c'est comme ça qu'on progresse. C'est pas en faisant des mouvements bizarres pour se différencier, pour pour paraître intelligent ou quoi. Bien sûr. Voilà. Et ouais, c'est ça, ça rejoint ce que je disais, beaucoup plus épuré. Et puis je pense que enfin, si vous êtes anglophone, allez écouter les vidéos
comment ça s'appelle, de Joey. Elles sont vraiment intéressantes. J'en écoutais, j'étais en mode putain, mais le mec a raison, tu vois, sur plein de sujets, le mec a raison, juste Mm. arrêtons de se prendre. Et souvent, c'était genre juste arrêtons de se prendre la tête. Et c'était très bien en fait. Et en effet, on arrive à des athlètes qui, bah, je pense qu'il y a aussi un peu, tu le disais au tout début, le capital génétique qui rentre en compte. Et que presque beaucoup plus qu'avant. Avant, un mec comme Pana, il pouvait grind et faire 10 ans dans le sport pour être finalement champion du monde au bout de 10 ans. Je pense qu'on le verra moins souvent. Et Après, je pense que la génétique, c'est important, tu vois, mais faut pas oublier tout le travail bien qu'il y a sûr. autour. Ouais, bien Mais sûr. c'est vrai que la génétique, si tu l'as pas. Après, je pense personnellement que la génétique, ça fait la différence au niveau mondial. Ouais, ouais. Alors, je pense que sans une bonne génétique, tu peux être facilement top 3 à France, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, et Et Pana, je pense pas qu'il ait une mauvaise génétique ou pas de génétique. Parce que faut pas oublier qu'il a été champion d'Europe plusieurs fois, champion du monde, etc., etc. Genre, il a quand même un gros palmarès. Ok, il a pas beaucoup progressé ces dernières années quand on était encore en 66, mais c'était quand même un niveau très compétitif. Et puis, je pense que Pana, qui est un athlète très compétitif aussi, qui adore la compétition, s'il avait eu, par exemple, un niveau plus élevé, je pense qu'il aurait aussi été à ce niveau, tu vois. ouais, bien sûr. Mais oui, c'est ça. C'est que, comme tu dis, sans le travail, évidemment, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, il y a un pool d'athlètes qui fait que. Enfin, je sais Ouais, pas bah, si quand j'ai. tu es en junior ou en sub-junior et que tu as un niveau époustouflant, c'est sûr que la génétique, elle rentre en compte, Ouais, tu bien vois. sûr, mais tu te dis, c'est quand même dingue de. Enfin, de vous voir là, la jeunesse. Je dis la jeunesse, genre, moi, je suis un vieux, tu vois, mais c'est dingue de vous voir là, les juniors, et de se dire, putain, c'est un truc de ouf ce que vous envoyez, tu vois. Mm. Genre, juste, moi, j'ai la hâte de voir les Worlds parce que sur ces Worlds Juniors, il y a vraiment, genre, sur pas chaque catégorie, mais presque, soit des matchs, soit des têtes à suivre. Et des gens qui peuvent prétendre à un top 2, top 3, top 4 Monde Open, tu vois. Alors qu'on est Bah, que c'est sur des très stack, sub-juniors. hein. Ouais, c'est très très stack. Mais très stack sur un top N qui est très élevé quand même. Mm. Bah, Genre, je pense que, ouais, tu vois, en 66, Evilio, ouais, et ben, s'il fait une bête de comp et tout, je pense qu'il peut facilement aller à 7,42 total, tu vois. mm. Ça me choquerait pas. Ouais, c'est ça. Alors, évidemment, t'as tes KT qui sont en dehors du système, je pense au 74, au 83, au 93, tout ça. Mais sur les petites KT, j'ai l'impression que vous pouvez aller vous batailler avec entre guillemets, avec les grands, quoi. Bah, je pense que les petites KT comme les très grosses KT comme plus de 120, moins de 120, c'est des catégories qui sont un peu pas délaissées, mais tu sais, vu que les gens, la taille moyenne, elle fait que tu peux pas être dans certaines catégories. C'est des catégories où Mm. il y a moins de gens, donc le niveau évolue moins vite. Et ces dernières années, il a énormément évolué parce que le sport a connu une ascension bah, exceptionnelle et tout. Du coup, il y a beaucoup plus de monde. Du coup, il y a plus de gens dans les KT, plus de gens de différentes tailles qui font qu'ils peuvent aller dans ces Mm. KT, etc., etc. Mais t'as raison de le dire, hein. Moi, je parlais il y a ça 1 ou 2 ans sur le podcast de est-ce que la KT arrive à maturité? Les 66, je trouve que vous êtes toujours pas arrivé à une maturité dans le sens où ben, là, actuellement, il y a Kiel et derrière, t'as le reste. Et j'ai l'impression que d'ici 2 3 ans, bah, Kiel ne sera pas forcément toujours en top top du haut niveau, mais tout le monde va se rapprocher de son niveau pour autant, quoi. Mhm. Et puis après, bah, sur d'autres KT, évidemment, tu le dis, hein, moins de 74, moins de 83, moins de 93, aujourd'hui, les gens sont à des totaux qui sont aberrants. Tu vois, si tu prends Balthazar, c'est aberrant ce qu'il fait, quoi. Alors Ouais. évidemment, Mais il y a Perkins devant, donc ça dérègle la compétition, mais faire 800 à quoi, 20, 21 ans, c'est pareil, c'est fou, quoi. Mais en 74 junior, je crois que la catégorie, elle est un peu vide par contre. Bah, ouais, elle est un peu vide. Moi, j'ai juste envie de regarder Yacine, parce qu'il a un gros squat. Mais en effet, si Balthazar était au championnat du monde junior, il aurait mis une drill à tout le monde et presque sur les openers, il gagne les championnats du monde, quoi. Ouais, et puis il n'y a pas Elliot Ouais, Sky. ouais, il n'y a pas Elliot. Mais grand bien nous fasse, j'aime pas trop ce mec. Ouais, j'ai cru comprendre dans les anciens podcasts. Non, mais tu vois, ça, c'est typiquement des gens que j'aime pas trop, tu vois. Genre, frérot, t'es un beau parleur, mais tu sais, c'est un beau parleur qui va provoquer les autres. Tu peux bien parler pour toi et ne pas assumer, tu vois. Ça, c'est pas Hmm. grave. Mais parler et trash les autres, encore plus Perkins, frérot, respect, tu vois. Mais je pense que
comme ce que je disais sur Pana, tu sais, c'est qu'il incarne un personnage dans les réseaux pour faire un peu de buzz et tout, tu vois. Bien sûr, Et bien que dans sûr. la vraie vie, c'est quelqu'un de très, très gentil, très, très humble et tout. Mhm. Franchement, Mais ouais, bien sûr. Enfin, mais voilà, ce mood, moi je trouve que vraiment là, le mood que vous avez de bah, juste de cheer, c'est let's go les mecs, on y va. Je trouve ça en vrai, je sais même pas si je me rappelle d'un mood comme ça sur des juniors euh, il y a encore quelques temps, quoi. Ou alors, tu sais, t'as un peu un vice de prétention, tu vois. Un hmm. peu en mode, vas-y, je te cheers, mais je sais que je suis meilleur que toi. Ouais. Et ouais, et là, juste bah, le fait que ce soit ça, en fait, je trouve ça trop cool, quoi. Bah, c'est cool parce que c'est beaucoup plus sain. Ouais, mais même pour toi, en fait, tu sais, si t'abordes la compétition, t'es pas en mode, vas-y, je vais faire la guerre à un autre, tu vois. Bah, tu fais la guerre, mais sauf Mais qu'après, tu vas boire, tu vas fêter avec lui, quoi. t'es à deux doigts de dire, tu vas boire une bière. T'es un Bah, malade. c'est ce que T'es j'allais un dire. athlète professionnel, presque. T'es fou, normalement, il n'y a pas d'alcool. Ouais. Putain, quand j'étais au stage équipe de France, si ça se trouve, j'ai pas le droit de le dire, hein, mais les coachs ils nous disaient, ouais, vous allez boire un coup ce soir ou quoi, machin. Mais je crois, en fait, ils ont pas compris que le sport, il a énormément évolué et Ouais, que ça n'a plus rien à voir. ouais, bien sûr. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, vous avez quasiment tous une pratique professionnelle sur je pense, l'équipe de France, hein. Vous avez quasiment tous une pratique professionnelle sans avoir la chance d'être rémunéré pour ça, quoi. Ouais, bah, je pense que avec la chance qu'on a d'Internet et tout, on a beaucoup pu apprendre tout seul sur tout ce qui est la nutrition, le sommeil, l'entraînement, ce qui fait que bah, forcément, on a beaucoup plus d'outils pour s'améliorer. Donc, on les met plus ou moins en place, chacun à son échelle, ce qui fait que bah, du coup, ça professionnalise le truc. Et je trouve que c'est bien parce que c'est quand même l'équipe de France, tu vois. Genre, dans aucun autre sport, du moins à ma connaissance, tu te dis que c'est pas professionnel une équipe nationale. Oui, bien sûr. Et puis même, il y a cette vision de l'équipe nationale qui a été développée quand même il y a quelques années, qui perdure, où, bah ouais, en fait, vous faites une équipe, quoi. Et j'ai trouvé que... Alors, en open, il y a toujours ces petites histoires de guéguerre, de moi, je m'entends pas avec lui, etc., qui traînent et qui durent. Mais je trouve que sur les juniors, vous êtes moins dans ce cas-là. J'ai l'impression que vous Bah, entendez relativement bien tous. vu que Et... on vient d'arriver entre guillemets dans le sport, on n'a pas connu tous ces problèmes, donc Mm, c'est des choses qui nous impactent pas et qui viennent pas entraver nos relations entre athlètes. mm. Mais je pense que en effet, enfin, tu le dis, les enjeux du développement avant et maintenant sont plus les mêmes. Dans le sens où, pendant un moment, il y avait plus d'offres de coaching que de demandes, par exemple. Donc forcément, ça se bataillait entre les coachs. Il y avait plus de... Et du coup, tu disais que ça se bataillait sur les visions, ça se bataillait sur un tout et n'importe quoi. Alors que Et c'est maintenant, pour vous ça avez... que ça aboutit à des gens qui font des exos bizarres. Bien sûr, et c'est pour ça que c'est... Mais ça aboutit à des gens qui font des exos bizarres, ça aboutit à des gens qui développent des causes et des raisons complètement extérieures à la pratique pour expliquer des échecs. Ça, tu vois, mine de rien, au final, ça a complexifié le coaching. Hmm. Et tout le monde était en mode, vas-y, moi je fais ça mieux, je fais ça mieux. Et, euh, et même dans cette optique-là, c'était, tu savais quelle boîte de coaching avait quelle approche, tu vois. Et une approche comme Pana qui était bah, très similaire à ce que tu fais, peut-être un peu plus extrême, selon les dires, avec que du SBD. Mais en fait, bah, au final, on revient quasiment tous sur ça, quoi. Ouais. Et je pense que du coup, vous êtes moins dans ce mood de, bah, on est dans un enjeu de développement. Sûrement, les enjeux sont différents, mais vous êtes moins dans ce mood à se faire la guerre. Et je trouve ça beaucoup plus nice. Enfin, typiquement, je pense que ton principal concurrent, c'est Léo Lucas. Et j'ai pas l'impression que vous allez vous frapper, quoi. Bah non. Pour tout te dire, on était au stage équipe de France là au stage équipe de France junior. On a tellement rigolé, on s'est tellement bien entendu et ça fait vraiment plaisir, tu vois. Non, et puis vous avez cette humilité qui. Enfin, je pense à toi et à Léo Lucas qui est genre trop appréciable. Léo Lucas, la première fois que je l'ai vu, le mec, tu sais, il hésitait à peine à me dire bonjour. J'étais en mode frérot, je suis un random, t'inquiète pas, mon pote. Et tu sais, hyper gêné d'être là, etc. Il était venu au Saint Worker Gym, mais avant que ce soit à Montpellier, avant tout ça, il y a quelques années, il y a au moins 2 ou 3 ans. Et, euh, et ouais, enfin, genre, vous êtes juste des nice guys, quoi. Genre, juste chill, Mm. détente et. Après, il y a bien sûr toujours la compétition qui fait Bien sûr. que Mais on ça, va vouloir faire que l'autre. c'est propre à la pratique. Puis c'est quel que soit le sport. Sur le terrain, t'es pas le même parce que sur le terrain, tu dois pas être le même. Tu vas pas envoyer des sourires et faire yes, mon gars, t'es trop fort, alors que frérot, tu dois faire ta compète, quoi.
Après, moi, je te mens pas, à une compétition, par exemple, imaginons les championnats de France junior 2027, par tout hasard. Si, par exemple, je fais, par exemple, 7,50 de total, avec un FC9 et la meilleure compte de ma vie et que lui fait 751, bah, franchement, j'aurais rien raté, tu vois. Genre, j'aurais donné Ouais. le meilleur de moi-même, mais Mm, ça me sera égal de ne pas faire ma compétition à l'Inter, mm. tu vois. Donc, Après, moi, je je vous pense, le souhaite, hein. Faites-le, les mecs. Faites 5, bah ouais. 750, 751. Allez-y. Bah, ça serait bien en vrai parce que faut se rapprocher du 800 en 66. Je pense que ça sera un peu la maturité de la catégorie. Ouais. Ouais, déjà 760, 770, 780. 800, ça fait encore haut, mais en effet, je pense que ça va tomber d'ici quelques années, quoi. Mhm. Eh ben écoute, on a fait un beau retour un peu global. Je remets Mhm. vite fait, du coup, vous avez le Good Lift, ici les nominations. Je crois que ça va changer le site des nominations. Qu'est-ce que ça me fait chier, mais c'est pas grave. Euh, les championnats du monde junior et sub-junior à Sun City, pardon, en Afrique du Sud. C'est la troisième compétition IPF qui aura lieu en Afrique du Sud à South City, du 18 au 29 août. Et puis on va suivre tout ça de très près. Mhm. Et fais-nous une bonne compétition, s'il te plaît, Sacha. Ouais, j'espère que, franchement, je me souhaite que ça. Ah, je te jure, ça ferait trop plaisir. Mhm. Ça ferait trop plaisir. Merci à tous de nous écouter, de nous avoir suivis. Encore merci à tous pour vos retours positifs. Et ciao Bello, à la prochaine. Merci Sacha. Et on fera sûrement un petit récap. Nous, peut-être qu'il y aura Sacha, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre. Mais on fera sûrement un récap après les mondes. Ciao! Ciao.